J'espère que tout va bien pour vous vraiment. Pendant ce temps, en Algérie, le tumulte enfle comme une marée montante nourrie par l'absence criante d'échanges sincères et d'un vrai débat d'idées. Ce n'est pas qu'on manque de sujets, c'est qu'on manque surtout d'air. L'air de la liberté, celle qu'on respire dans les démocraties, où l'expression individuelle n'est ni surveillée ni réprimée à la première parole de travers. Ce vide est d'autant plus abyssal qu'aucune formation politique digne de ce nom ne tient la scène, pas de parti enraciné dans la culture du débat, pas de dirigeants éclairés, capables de croiser le fer des idées avec élégance et hauteur de vue. Non, à la place, un silence pesant. Un désert où le dialogue n'a ni voix ni place. En Algérie, le dialogue est devenu une espèce en voie d'extinction. Les canaux de discussion sont scellés, verrouillés à triple tour. Les voix dissidentes, soit elles croupissent derrière les barreaux, soit elles s'éteignent, à l'étranger condamnés à l'exil ou au silence. Quant aux médias autrefois prétendument libres, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, muselés, dressés à coups de pression, réduits à l'état de porte-voix du pouvoir. Il ne reste qu'un semblant de soupape Internet. Mais même là, la laisse est courte, car sur les réseaux sociaux aussi le régime a tendu ses filets. Égard à celui qui parle trop fort, militant trop loquace, citoyen trop audacieux. Il suffit d'un mot de travers pour qu'on vous fasse taire à coup d'interrogatoire, de prison ou de condamnation en sursis. On ne plaisante pas avec la liberté d'expression, surtout quand elle vise la forteresse Tebboune. Aujourd'hui, une véritable armée numérique s'affaire à scruter les moindres statuts, à flairer la moindre critique, à guetter chaque soupçon d'insolence. Leur mission: éradiquer toute trace de pensée libre qui oserait s'aventurer hors des lignes imposées. Forcément, quand on ferme toutes les portes du dialogue, il ne reste plus que le vacarme des polémiques. Et des polémiques, il y en a, en pagaille. À défaut de débat de fond, chacun s'interroge dans le vide sur la posture de l'Algérie. Une posture nébuleuse incompréhensible face à cette fameuse résolution américaine sur Gaza, adoptée il y a 2 jours, le 17 novembre 2025. Et là, accrochez-vous bien, l'Algérie n'a pas simplement surpris, non, elle a sidéré. Le monde entier est resté bouche bée, pas scandalisé, non, mais carrément éberlué. Qui aurait cru que ce pays, si prompt à se draper dans les grandes causes, se rangerait sans broncher derrière une résolution taillée sur mesure par Washington? Même Pékin et Moscou, d'ordinaire peu timides, ont préféré botter en touche, s'abstenant avec prudence pour ne pas freiner les ambitions de Donald Trump au Moyen-Orient. Mais l'Algérie, elle a plongé la tête la première sans explication. Pendant que l'Algérie fonçait tête baissée la Chine, et la Russie, elles ont joué la carte de la prudence. Pas de oui, pas de non. Juste un pas de côté bien calculé. Elles ont levé le pied, levé les mains et préféré s'abstenir pour ne pas être éclaboussées par les conséquences à venir. En clair, elles ont esquivé le piège ne pas s'associer pour ne pas porter demain la responsabilité d'une résolution qui pourrait exploser en plein vol, car si ce texte tourne mal, ce que beaucoup redoutent, Pékin et Moscou pourront toujours dire « ce n'était pas notre idée ». L'Algérie. C'est ce pays qui fait de la cause palestinienne son refrain national. Du matin au soir, elle chante les louanges de la Palestine, érige Israël en démon absolu et maudit, à tour de bras tout ce qui, de près ou de loin, en porte l'odeur. On y emprisonne sans pitié, on prononce la peine capitale avec panache et on traîne dans la boue le moindre individu suspecté d'avoir effleuré un lien, même indirect, avec Tel Aviv ou son entourage. Dans cette symphonie de diabolisation, toute voix dissonante est aussitôt clouée au pilori, traître, vendu, collabo. Pas besoin d'un procès, le verdict est automatique. L'Algérie, celle qu'on connaît, celle qui soutenait sans sourciller la Palestine, qu'elle ait raison ou qu'elle soit dans son tort, comme aimait à le glisser, médienne d'un air entendu. Ce même pays qui, il n'y a pas si longtemps, en octobre 2022, jouait les médiateurs en chef en réunissant sur son sol toutes les factions palestiniennes allant jusqu'à dérouler le tapis rouge pour le Hamas. Tebboune alors défendait à plein poumon le droit sacré des Palestiniens à prendre les armes au nom de l'honneur, de la souveraineté, de la dignité et de cette liberté que l'on n'arrache pas qu'on quémande. Mais voilà qu'en un claquement de doigts, tout change.
L'Algérie tourne kazakh et embrasse la position des États-Unis, celle qui exige rien de moins que le désarmement total des groupes de résistance, ceux-là même que le régime algérien y compris. Abdelmadjid lui-même a toujours glorifié comme des héros de la lutte. Rappelez-vous pas plus tard qu'en octobre 2023 à Djelfa, le président s'insurgeait encore contre le fait que les combattants du Hamas soient rangés dans la case terroriste. À l'époque, ils étaient les vaillants opposants à l'armée, israélienne bien sûr. Aujourd'hui, silence et revirement. 2 années se sont écoulées et on croirait que tout ce qui avait été dit auparavant n'a jamais existé. À peine la résolution américaine votée, voilà que le ministre algérien des Affaires étrangères surgit comme à son habitude, maquillant la réalité et prenant les Algériens pour des amnésiques. Il parle tout seul, confortablement installé dans une pièce, sans écho, sans débat, sans la moindre voix discordante pour lui faire face. Pas un opposant, pas un contradicteur à l'horizon. Il soliloque et le peuple est censé applaudir. Pourquoi ? Parce que sous le règne Tebboune, la scène politique est devenue un terrain privé cadenassé, le champ médiatique réquisitionné, le débat public éteint. Aucun affrontement d'idées n'est autorisé, aucun désaccord n'est toléré. On ne conteste pas, on écoute et surtout on se tait. En Algérie, la parole n'est plus partagée, elle est confisquée. C'est un dialogue à sens unique, sauf qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur. Le régime Tebboune parle, s'écoute, se répond et se félicite. Le peuple ignoré, l'opposition invisibilisée, les rares voix encore audibles réfugiées hors du pays sont traitées comme du bruit de fond. Ce n'est pas un débat national, c'est une mise en scène où le pouvoir tient seul le micro et coupe tous les autres. Et pendant ce théâtre verbal, le ministre des Affaires étrangères tente de nous vendre un beau roman. Selon lui, tout aurait été fait pour le bien suprême de la nation. Il affirme droit dans ses bottes que cette décision, voter la résolution américaine, est le fruit d'une grande sagesse, d'une vision éclairée presque prophétique, attribuée à nul autre qu'Abdelmadjid lui-même. Mais le hic, c'est que cette résolution va exactement à contre-courant de tout ce que l'Algérie a prétendu défendre pendant des décennies. Elle heurte les principes, contredit les discours, piétine l'histoire diplomatique du pays. Elle renie les valeurs brandies avec tant de fierté à chaque sommet, chaque forum, chaque prise de parole sur la Palestine. Bref, elle tourne le dos à tout ce que l'Algérie prétendait incarner. Mais enfin, cette fameuse résolution, elle est accessible à tous en ligne en libre service. Il suffit d'un clic pour tomber dessus. Le site de l'ONU, ça vous dit quelque chose? Et oui, même les Nations Unies ont compris qu'on vit en 2025, pas en 1970. Pendant que nos dirigeants, eux, semblent tout droit sortis d'un autre siècle. La plupart frôlent les 80 balais déconnectés comme jamais figés dans une époque où le fax était encore une révolution. Ils oublient ou feignent d'oublier qu'on vit aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle de ChatGPT de Google omniprésent des réseaux sociaux et que tout, absolument tout, est traçable, consultable, vérifiable. Quand le Conseil de sécurité adopte une résolution, il ne faut même pas 2 jours pour qu'elle soit publiée noir sur blanc avec les débats qui l'ont précédée. Les prises de parole, les positions des membres permanents et non permanents, les accords, les désaccords, tout est consigné, synthétisé, traduit dans toutes les langues les plus parlées au monde et mis à disposition sur le site presse1.org. Impossible de mentir ou de cacher quoi que ce soit. Le script est là et il est public. Et comment voulez-vous que les Algériens accèdent à une autre version des faits quand tout est verrouillé? Chez nous, pas de plateau télé pour débattre, pas de chaîne libre à Alger, pas de parti d'opposition autorisé à prendre la parole. Pas de tribune, pas de micro, pas de place au Parlement, encore moins au Sénat. Ceux qui veulent parler doivent se contenter de l'espace virtuel YouTube, Facebook, un tweet par-ci, une vidéo par-là. C'est donc par ces biais-là qu'on tente d'exister, qu'on s'adresse à nos compatriotes, qu'on met en lumière l'immense retournement de veste du régime sur la Palestine. Et pour comprendre ce virage, un simple clic suffit. Il suffit de lire le point numéro 7 de cette fameuse résolution américaine que le pouvoir a soutenue. Ce point-là, croyez-moi, vaut son pesant de contradictions. Il annonce tranquillement qu'un tout nouveau Conseil de paix, fraîchement sorti de l'imagination diplomatique et présidé cerise sur le gâteau par Donald Trump, lui-même va gérer Gaza jusqu'en décembre 2027.
Le temps, nous dit-on, de trouver une autorité palestinienne acceptable. Acceptable pour qui mystère? Je le redis car c'est là que tout bascule. Le fameux point 7 ordonne noir sur blanc la création d'une force internationale de stabilisation à Gaza. Mais attention, pas une force neutre ni contrôlée par les Palestiniens. Non! Elle sera dirigée par un commandement acceptable, non pas pour les habitants de Gaza, mais pour le Conseil de la paix, cette instance toute neuve imaginée à l'échelle mondiale et pilotée, tenez-vous bien, par Donald Trump. Jusqu'à fin 2027, les Palestiniens seront spectateurs. Zéro pouvoir de décision. Rien. Et après, mystère absolu. Les troupes, elles, viendront de pays volontaires mais ne bougeront qu'avec l'accord d'Israël et de l'Égypte. En clair, Tel Aviv aura son mot à dire sur chaque mouvement, chaque décision, chaque rouage de cette gestion temporaire de Gaza. La mission affichée, stabiliser, pacifier, démilitariser, avec la coopération des nouvelles forces de police palestiniennes fraîchement recrutées et triées sur le volet. L'objectif, détruire toute infrastructure militaire qualifiée de terroriste, les empêcher de renaître et neutraliser définitivement les armes détenues par les groupes armés non étatiques. On promet bien sûr de protéger les civils, mais dans un cadre dicté de A à Z par ceux qui tiennent les rênes. La résolution, elle ne tourne pas autour du pot. C'est limpide, plus aucune faction armée ne sera tolérée dans Gaza. Aucun groupe, aucun réseau, aucune cellule, on rase tout. Les infrastructures dites terroristes doivent être démolies et interdites de renaissance. Les armes désactivées confisquées, fondues si possible. En somme, tous les groupes doivent déposer les armes. Et quand on dit groupe armé, soyons clairs, on parle des Palestiniens. Il n'y en a pas d'autres. Le Hamas, les autres factions locales rayées de la carte. L'armée israélienne, elle, par contre, reste tranquillement sur le terrain. Mieux encore, elle aura voix au chapitre dans la gestion de Gaza aux côtés de l'Égypte. L'agresseur devient gestionnaire. Et pendant que la diplomatie algérienne fait mine de ne rien voir, ce texte enterre froidement et définitivement ce que l'Algérie appelait depuis toujours la résistance palestinienne. Celle qu'on célébrait à la télévision, qu'on saluait dans les discours officiels, qu'on défendait comme un droit sacré, eh bien cette résistance-là vient d'être rayée d'un trait de plume. Et le régime Tebboune a voté pour. Si ce n'est pas un retournement spectaculaire, alors qu'est-ce que c'est? Pendant des décennies depuis les premières heures de l'indépendance, l'Algérie a toujours lié son destin symbolique à celui de la Palestine. Elle a fait de la résistance armée un pilier de son discours contre le colonialisme, contre l'impérialisme, contre le sionisme. Les combattants palestiniens étaient présentés comme les héritiers spirituels du FLN, comme les frères d'armes d'un certain Ammar Ben Bouzid. Une fraternité idéologique glorifiée à chaque discours. Et puis sans prévenir, virage à 180 degrés, le régime applaudit Washington signe avec Trump et valide une résolution qui enterre tout ce qu'il défendait hier. Et le plus incroyable, l'Algérie n'a rien exigé en échange ou presque. Dans le résumé officiel publié par les Nations Unies, une seule et unique phrase porte sa marque: non à l'annexion, non à l'occupation, non au transfert forcé de population. Point. Silence radio sur les factions palestiniennes, sur leur légitimité, sur leur droit à l'autodétermination. Aucun mot sur leur liberté d'organiser leur propre gouvernance. Algérie s'est contentée de l'essentiel pour mieux renoncer à l'essentiel. Non, 1000 fois non. Il ne fallait pas leur coller une gouvernance internationale sur le dos, comme on impose un tuteur à un peuple incapable. Il fallait reconnaître leur droit d'exister tout simplement. Rappeler que le Hamas, qu'on le veuille ou non, n'est pas inscrit dans tous les registres comme organisation terroriste. Mais dans cette affaire, silence total du côté d'Alger. Aucun mot pour défendre la résistance, aucune ligne pour rappeler le droit des peuples à lutter pour leur liberté. Tous les grands principes qu'on nous rabâchait depuis des décennies, jetés à la poubelle. Tebboune lui a offert sur un plateau une concession monumentale aux États-Unis. Bien sûr, personne n'attendait de lui qu'il tienne tête à Trump, on n'est pas dupe. Il ne pouvait pas stopper la machine américaine. Mais il aurait pu dire non, ou au minimum s'abstenir. Au lieu de ça, il a voté pour, validant le plan cautionnant sa logique et en devenant complice. En clair, il a donné sa bénédiction à la mise à mort politique du Hamas
et de toutes les forces palestiniennes de résistance. Le plus cynique, c'est que ce même Tebboune, en 2022, les avait réunis à Alger, Hamas, faction courante, tous autour de la même table pour faire bloc. 3 ans plus tard, il approuve leur effacement programmé. Cherchez la logique. On nage en pleine contradiction. Une concession énorme a été faite et tout le monde se demande pourquoi Tebboune a-t-il cédé aussi facilement. Hier encore, la polémique enflammait les réseaux sociaux faute d'espace ailleurs. Quelques formations politiques, comme le vieux MSP, dont l'ancien chef vit aujourd'hui planqué en Turquie, comment s'appelait-il déjà? Son nom m'échappe, ont exprimé leur stupéfaction, leur désaccord, leur indignation. Et que fait le régime? Il dégaine un communiqué bien sec estampillé PS pour rappeler à tous qui commande. En gros, l'État national ne tolérera pas que ses décisions souveraines soient instrumentalisées à des fins partisanes. Voilà. Rideau, Tebboune, à travers cette prose pompeuse, nous dit clairement « c'est moi le chef, c'est moi l'État, c'est moi l'intérêt national ». Et si ça ne vous plaît pas, tant pis. Dans sa vision, un État fort ne plie ni devant les états d'âme, ni devant les critiques, ni devant les envies de quiconque. La politique étrangère, c'est son domaine réservé. Il décide point final. Cette fameuse dépêche de la présidence, inutile de la lire, elle ne dit rien. Elle affirme tout, mais n'explique rien. Mais au fait, c'est quoi exactement cet intérêt national que l'Algérie aurait protégé en votant cette résolution? Qu'a-t-on gagné concrètement? C'est la question que j'aurais adoré poser en face, si tant est qu'il restait un seul journaliste libre dans ce pays. Mais voilà, tous sont devenus des porte-micros dociles. Personne n'ose déranger, personne n'interroge là où ça fait mal. Lors de sa conférence de presse, M. Ahmed Atté, fidèle soldat du régime, a monopolisé la scène. Et moi, j'aurais voulu lui poser une question toute simple. Ok, on a compris, c'est le président qui commande, qui incarne la République, qui détient la légitimité, qui gère la diplomatie, qui veille à l'intérêt national. Très bien. Mais alors, expliquez-moi une chose en quoi le fait de s'aligner bêtement, mécaniquement, presque servilement sur la ligne des États-Unis dans le dossier palestinien, sert-il l'intérêt du peuple algérien? Soyons clairs, aucun président algérien, même les plus pro-occidentaux comme Bouteflika, n'est jamais allé aussi loin. Lui-même, pourtant très proche de Washington, n'a jamais osé dire « les Palestiniens doivent renoncer à la lutte armée, à toute forme de résistance, et laisser Gaza sous contrôle international en attendant qu'on leur désigne un chef acceptable ». Non, même lui n'a pas franchi cette ligne. Mais alors pourquoi Tebboune a-t-il cédé? Quel est donc ce fameux intérêt national et public, pour reprendre le jargon solennel de la fameuse dépêche présidentielle qui serait, soi-disant, renforcé par cet alignement presque servile sur la politique américaine, sur la résolution concoctée par Trump pour Gaza et la Palestine? Franchement, je cherche encore. Objectivement, rationnellement, même posément, je ne vois rien. Zéro contrepartie visible. Qu'est-ce que les États-Unis ont mis sur la table? Rien de concret, aucun méga-contrat, aucun afflux de capitaux, pas la moindre multinationale US qui se serait installée dans le paysage économique algérien. Quant au fameux dossier du gaz de schiste, soyons clairs, ce sont les hommes de Bouteflika qui l'ont lancé en discutant avec Chevron et ExxonMobil depuis l'époque de Kadour, personnage aujourd'hui effacé, tombé en disgrâce et passé par la case prison. Résultat, quelques protocoles d'accord signés en 2023 et 2024 et rien d'autre, pas d'investissement réel, pas le moindre forage d'essai, rien qu'un long bavardage diplomatique sans suite. Soyons honnêtes, que nous ont apporté les Américains concrètement. Je vous pose la question, est-ce qu'on a vu débarquer une seule usine made in USA, des investissements massifs, des torrents de dollars coulant vers l'économie algérienne? Rien. Nada. Même pas une ligne aérienne directe entre Alger et New York. Même pas Washington-Alger. Pas un vol. Des touristes américains par milliers? Même pas en rêve. Des multinationales américaines installées dans nos zones industrielles? Toujours pas. Bref, malgré toutes les courbettes, les gestes de bonne volonté, les concessions politiques, l'Algérie n'a pour l'instant récolté que du vent. Alors oui, je suis pour qu'on pense au développement. Je suis pour qu'on réfléchisse à notre sécurité, à notre avenir, à des choix stratégiques, comme l'ont fait d'autres pays arabes parfois,
en échange de choses concrètes. Mais dans ce cas précis, encore faut-il que l'Algérie ait réellement obtenu quelque chose en retour, parce que là, ça ressemble surtout à un chèque en blanc. Regardez du côté du Maroc, eux au moins, quand ils ont signé la paix avec Israël, ils ont reçu un beau cadeau en retour, la reconnaissance américaine de leur souveraineté sur le Sahara occidental. Sans la bénédiction de Donald Trump en 2020, jamais l'ONU n'aurait validé en octobre 2025 ce fameux plan d'autonomie marocain placé sous pavillon chérifien. Et nous, qu'avons-nous obtenu en échange de toutes ces génuflexions diplomatiques? Pas grand-chose. Et encore, Tebboune n'en est pas à sa première courbette. Il accumule les gestes de bonne volonté envers l'Occident comme s'il collectionnait des médailles. Souvenez-vous de l'affaire Brahim Saïnsal, libéré en 2 temps, 3 mouvements à peine 48 heures, après que le président allemand ait décroché son téléphone. Derrière le rideau, oui, des tractations ont eu lieu sûrement très feutrées, mais le résultat est là. Et pendant qu'on y est, parlons de ce flirt timide mais constant avec Paris. Oui, cette même France que le régime a passée à la moulinette, traitée de force coloniale de Nid, à complot accusé d'héberger tous les ennemis de l'Algérie réunis dans un seul arrondissement. Et pourtant, voilà que l'on déroule lentement le tapis rouge. Paradoxe, hypocrisie ou simple stratégie de survie. Petit à petit, le puzzle se met en place. L'Algérie se rapproche dangereusement de ceux qu'elle traitait naguère d'adversaires. Prenons l'Espagne, par exemple. 2 ans de tension, de bras de fer diplomatiques, et voilà qu'on les accueille à nouveau comme des amis de toujours. Pourtant, ce sont bien eux qui, avant même Paris, ont osé reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et ce mois de novembre, il est riche en signaux. L'affaire Amelal, souvenez-vous-en, qualifié d'espion d'infiltré, traité de tous les noms par Tebboune lui-même, qui jurait qu'il ne le libérerait jamais, que jamais il ne quitterait les geôles algériennes. C'était en février 2024 ou 2025 lors d'un entretien accordé au journal français L'Opinion. Et aujourd'hui, tout ça envolé. Exil, les menaces, les insultes, les postures martiales. Un virage à 180 degrés comme si rien n'avait été dit. Alors que se passe-t-il? Pourquoi cette amnésie politique si soudaine? Je vais vous souffler une piste, ouvrez bien vos oreilles. Ce n'est pas l'amour du pays qui guide ce revirement, ce n'est pas la sécurité nationale, ce n'est pas l'intérêt stratégique de la nation, non. Ce qui motive ce grand écart, c'est un calcul bien plus personnel. La vérité, Abdelmadjid Tebboune a un objectif en ligne de mire, un 3e mandat. Tout ce jeu d'alliance, tous ces reculs idéologiques n'ont qu'un seul but, amadouer l'Occident-Washington en tête pour garantir sa réélection. L'intérêt du peuple relégué au second plan. Le vrai projet, c'est Tebboune 2029. On a quitté le terrain des nobles idéaux, fini les discours sur l'intérêt collectif ou la souveraineté nationale. Ce qui occupe désormais l'esprit de Tebboune, ce n'est plus l'avenir du pays, mais celui de son fauteuil présidentiel. Ce qu'il cherche, c'est l'aval de Washington et plus précisément le clin d'œil approbateur de Donald Trump pour rester bien accroché au sommet de l'État, son obsession. Officiellement, l'intérêt du peuple. Officieusement, un 3e mandat qui trotte dans sa tête comme une chanson entêtante. Tebboune, il se regarde dans le miroir et il se dit « Je suis vieux, oui. Malade, c'est vrai, mais pas encore fini. » Contrairement à son prédécesseur, il n'est pas cloué dans un fauteuil roulant. Il tient encore debout et surtout, il ne voit autour de lui aucun successeur crédible. Il sait que Shengria et les militaires, eux, ne tomberont jamais d'accord pour désigner un héritier. Alors la solution? Prolonger le règne, pousser jusqu'au bout. Le temps presse et l'appui de l'Occident pourrait bien être la clé pour éviter de passer le relais. Chez Tebboune, la confiance ne pousse pas comme les dattes dans le désert. Il doute de tout le monde et surtout de ce qu'il ne contrôle pas. Paranoïa chronique, soupçon en série et une obsession maladive pour ses propres vérités, voilà le cocktail maison. Il se dit sûrement dans le secret de ses nuits blanches « Et si celui qui me succède demain décidait de me lâcher, de ne pas couvrir mes arrières, de ne pas veiller sur ma tribu, sur ma famille, sur mes petits secrets ?» Dans son esprit, la meilleure garantie, c'est lui-même. Tant qu'il tient encore debout, autant rester assis sur le trône. Voilà la logique. 2029, c'est presque maintenant. Le sablier file à toute vitesse. Dans 2 mois, c'est déjà 2026.
Et dès que l'occasion se présentera, pourquoi ne pas dégainer un petit amendement constitutionnel? Pas besoin de parler de troisième mandat à voix haute. Il suffira de redessiner les contours du pouvoir d'étirer un peu plus le mandat actuel sans dire son nom. Un glissement tout en finesse, mais avec une ambition bien musclée, prolonger son règne coûte que coûte. D'ici là, tout dépendra de son bulletin de santé. Tiendra-t-il jusqu'au bout? Tombera-t-il les armes à la main en pleine présidence? Ou bien réussira-t-il à bricoler une révision constitutionnelle sur mesure, juste à temps pour s'ouvrir un boulevard vers un troisième mandat? Un mandat cousu main pensée pour le rassurer, s'accrocher au fauteuil sans limite de durée, ou encore mieux garder la main sur le choix du successeur tranquillement, sans pression à la dernière minute. Et surtout, verrouiller le sort de son entourage, histoire d'assurer à son clan un parapluie politique à vie. Mais pour que ce scénario tienne debout, il lui faudra des parrains solides. Car du côté de la rue algérienne, c'est niette. Le peuple n'a jamais été chaud pour lui, même pas pour le deuxième tour de piste. Il n'a pas fait rêver, il a lassé, et son mandat a été accueilli par des taux d'abstention à faire pâlir n'importe quel dirigeant. Alors espérez qu'on l'applaudisse pour un tour de piste supplémentaire, illusion. Pas de foule en colère, pas d'émeutes qui grondent, pas même une brise printanière de contestation. Pourquoi? Tout simplement parce que Nasser et sa DGSI ont bétonné le terrain. Une mécanique bien huilée de répression, de surveillance et d'intimidation a étouffé toute velléité de soulèvement. Grâce à lui, le calme règne. Un calme imposé par la peur. Aujourd'hui, avec le général Hassan aux commandes, la machine semble moins écrasante. Moins de matraque, moins de brutalité visible. Moins terrifiant que l'ère Nasser, il faut l'admettre. Résultat, Tebboune se frotte les mains, prêt à poser les jalons de son troisième acte présidentiel. Le hic. Le peuple ne suit pas. Il sait qu'il ne pourra pas s'appuyer sur une vague populaire. Alors, pour redorer son image, il devra poser quelques gestes symboliques, faire quelques coups d'éclat. Pas pour convaincre les masses, mais pour se construire une illusion de base populaire, histoire de justifier sa prolongation au sommet. Pour que son règne ait un semblant de crédibilité, il lui faut des résultats concrets. Et qui dit résultat, dit investissement étranger. Des billets venus d'ailleurs capables d'alimenter un semblant de relance économique, de sortir de terre quelques usines, ou au minimum inaugurer 2-3 chantiers tape à l'œil. Sans ça, le CV présidentiel reste désespérément vide. Mais voilà, Tebboune le sait mieux que quiconque, les caisses ne sont pas pleines. On frôle à peine les 60 milliards de réserves de change. Et encore, la moitié de ce pactole, c'est de l'or. Pas des dollars qu'on peut claquer, pas des euros à investir. Du métal brillant mais immobile. Ce sujet mérite à lui seul une émission entière. On vous expliquera en détail pourquoi ce qu'on appelle réserve de change est en grande partie illusion. En réalité, le cash disponible, celui qu'on peut utiliser, c'est à peine 30 milliards. L'autre moitié dort dans les coffres en lingots bien rangés. Autrement dit, on est assis sur de l'or, mais on rame dans la boue. Alors, puisque l'Algérie n'a pas les moyens de ses ambitions économiques, notre président a visiblement décidé de sortir le grand jeu. Plan drague XXL en direction de l'Amérique, regard complice à Trump. Petit clin d'œil à Washington et grand écart diplomatique pour décrocher. Qui sait, une bénédiction made in USA? Le deal est simple dans sa tête. Je m'aligne sur leur plan pour la Palestine et en échange, ils m'ouvrent le tiroir caisse. Naïf, opportuniste, pragmatique. À vous de juger. Et avec la Maison-Blanche comme marraine, Tebboune rêve de voir l'armée se transformer en fan club silencieux, toujours fidèle, toujours docile. Un uniforme bien repassé mais surtout bien obéissant. Le fond de l'affaire, il est limpide, ce rapprochement transatlantique, c'est juste une stratégie pour coller son nom à la présidence encore quelques années. Car sans soutien américain, sans dossier solide, et surtout si Washington décidait de miser sur d'autres pions, un opposant, un rival ou même un voisin encombrant comme le Maroc, le fauteuil présidentiel risquerait de lui glisser sous les pieds. Et ça, il ne peut pas se le permettre. Sur le plan intérieur, ça sent la braise. Un faux pas, une erreur de calcul et le feu populaire pourrait se propager comme une traînée de poudre. La rue s'agite, le peuple gronde. Et pire encore, même les généraux pourraient te claquer la porte et tourner leurs bottes contre le chef. Oui, même l'armée pilier du régime pourrait un jour dire
Stop, ça suffit. Le vrai plan, le vrai film dans la tête de Tebboune, c'est peut-être ça, se frayer un chemin vers un troisième acte présidentiel. Il vacille. Il hésite entre deux chemins, passer le relais à un fidèle gardien de ses secrets ou rester cramponné au pouvoir jusqu'au dernier souffle façon monarque républicain. Car au fond, cette présidence est devenue son bien le plus précieux. Il la serre fort entre ses mains et chaque concession faite aux Occidentaux, chaque sourire envoyé à Washington, n'est rien d'autre qu'un sacrifice pour préserver son trône. Le vrai moteur, cette douce ivresse de l'autorité, ce frisson de rester maître du jeu, encore un peu, peut-être même jusqu'au dernier jour. Tebboune le sait trop bien, Donald Trump n'est pas un diplomate, c'est un négociateur né un homme d'affaires pur jus. Et dans sa logique de marchandage, il se dit que le terrain était propice. Il connaît les faiblesses de l'ancien président américain, l'or noir et le gaz non conventionnel, surtout le gaz de schiste. Alors dans sa tête, le calcul est simple, séduire Trump, miser sur l'appétit américain pour l'énergie et espérer voir débarquer les géants de Houston, investir les sous-sols algériens. Parce qu'au fond, pour lui comme pour le régime, il n'y a qu'un seul ticket de sortie, l'exploitation du gaz de schiste. Même si demain Tebboune tire sa révérence, même si un autre prend sa place, que ce soit un clone ou un rival, le dilemme énergétique restera le même. Et le successeur de Bonbon devra lui aussi plonger les deux mains dans le schiste. C'est le seul avenir qu'on leur a laissé. L'Algérie se dirige tout droit vers les 50 millions d'habitants un demi-siècle après l'indépendance, mais sans autre source de devises que ses sous-sols. L'économie locale, un désert industriel, la production anémique. Alors pour éviter de finir en pénurie chronique, la seule carte qui reste au régime, c'est de faire du gaz de schiste un pilier économique pour continuer à jouer dans la cour des exportateurs d'hydrocarbures. En misant sur cette ressource controversée, on pourrait espérer doubler les rentrées en devises. Oui, doubler. Pas grâce à une révolution industrielle ou à des start-up locales, mais à coups de gaz comprimé, injecté et fracturé en profondeur. Et ça, Tebboune le sait, il n'y a que l'oncle Sam pour venir creuser dans le sable algérien avec efficacité. Ni Pékin ni Moscou ne savent manier les foreuses avec autant d'aisance. Les ricains, eux, ont la techno, les dollars et surtout le timing pour lancer rapidement la grande aventure du gaz de schiste. Alors autant miser sur les cow-boys plutôt que les camarades. Si Tebboune se plie avec tant d'empressement aux exigences de Donald Trump et de ses amis Yankees, ce n'est pas pour la beauté des étoiles américaines sur fond bleu. Non, c'est parce qu'il a bien compris que sans l'aval de l'Amérique, son rêve de régner jusqu'à son dernier souffle n'est qu'un mirage. Pour assurer l'avenir de son clan, garantir la paix autour de sa dynastie et, pourquoi pas, décrocher ce fameux troisième tour de piste à la tête du pays, il sait qu'il lui faut le feu vert de Washington. Le soutien de l'oncle Sam, c'est la clé qui ouvre toutes les portes, celle du pouvoir de la sécurité et de la longévité politique.